Pourquoi? Pourquoi ces quatre-là, qui étaient tous les quatre soldats, parachutistes à la base militaire de Francazal, près de Toulouse, pourquoi ces quatre-là sont-ils soudain devenus des brutes épaisses? En 1989, ils ont tué 4 fois une jeune femme qu'ils ont d'abord violée, puis 2 jeunes filles, dont une gamine de 12 ans, qu'ils ont aussi violées, et puis un brave garde-chasse qui passait par là. Pourquoi? Quand les gendarmes et les policiers, puis les juges, leur poseront la question, ils n'auront pas de réponse, pas d'explication, pas vraiment de remords non plus. Ils se laisseront juger et condamner en monstres. Et 10 ans après l'abolition de la peine de mort, l'avocat général, dans son réquisitoire, a semblé regretter de ne pas pouvoir demander plus que la perpétuité. 30 mai 1989, à Toulouse. L'été approche et à 20 h, sur les bords de la Garonne, les terrasses de café sont bondées. Isabelle Rabou est une jeune kinésithérapeute de 23 ans. Elle vient de terminer un remplacement dans un cabinet médical. Ce soir, elle va donc passer une dernière soirée avec ses amis qui habitent Colomiers, dans la banlieue toulousaine. Demain, elle repart pour l'Aude, où elle va retrouver ses parents. On a évidemment parlé, bu un coup, et vers 23 h, j'ai quitté tout ce monde pour aller me coucher. Et Isabelle est partie en suivant vers minuit, minuit et quart. Isabelle Rabou monte dans son Opel Corsa blanche, direction Toulouse, chez une de ses amies, Agnès, qui l'héberge pour la nuit. Le lendemain matin, 31 mai, Agnès aperçoit qu'Isabelle n'est pas rentrée. La chambre qu'elle occupe est vide. Elle n'a manifestement pas dormi là. Mais où est-elle passée? Agnès appelle Thierry. Agnès m'a dit qu'elle n'était pas rentrée de toute la journée. Et là, j'ai dit, bah, écoute, est-ce qu'elle n'est pas allée chez une amie, voir quelqu'un d'autre? Elle avait déjà contacté un peu tout le monde et fait le tour de tous les lieux potentiels où Isabelle aurait pu finir la soirée. Isabelle est peut-être rentrée dans la nuit chez ses parents, dans l'Aude, sans prévenir personne. Mais son père, Louis Rabou, n'a pas de nouvelles non plus. Isabelle n'est pas à la maison, elle n'a pas téléphoné. Je pensais qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et nous avions été avisés par ses amis que sa voiture n'était plus devant l'immeuble, mais que ses affaires de toilette et toutes ses affaires étaient restées dans sa chambre. Et j'ai pensé tout de suite qu'il y avait quelque chose de grave. Très inquiet, Louis Rabou se rend dès le lendemain au SRPJ de Toulouse, le service régional de la police judiciaire, pour signaler la disparition de sa fille. Alors qu'il est dans les locaux de la police, le téléphone sonne. Sa femme cherche à le joindre, c'est urgent. C'est mon épouse qui était restée à la maison au cas où Isabelle aurait téléphoné ou quelque chose, qui nous a prévenu que la gendarmerie de Carcassonne venait de l'appeler en lui disant que la voiture d'Isabelle venait d'être retrouvée brûlée. Des hommes de la PJ se rendent tout de suite sur place, en compagnie de Louis Rabou. C'est à une dizaine de kilomètres du centre de Toulouse, dans une région boisée, transformée en décharge publique. La voiture a été retrouvée ici. Elle était complètement calcinée. L'Opel Corsa blanche est bien celle d'Isabelle. Les plaques d'immatriculation sont bien visibles, mais la voiture est vide. Pas de traces de la jeune femme. Le véhicule, dans l'état où il est, ne permet pas de déterminer s'il y a eu un meurtre, un crime ou si c'est passé à l'intérieur du véhicule. Tout a été brûlé, tout est calciné. Il n'y avait pas les procédés techniques que l'on possède aujourd'hui pour faire des recherches ou d'empreintes. Il n'y en avait pas. ADN, il n'y en avait pas non plus. À l'extérieur, il n'y avait rien qui pouvait laisser penser ce qui s'était passé dans le véhicule. Moi, quand j'ai vu la voiture, j'ai compris que c'était fini. Je me suis mis à parler d'Isabelle, mais au passé. J'ai un très bon souvenir de ça, puisqu'encore un des inspecteurs m'a repris en me disant « Monsieur Rabou, ne parlez surtout pas d'Isabelle au passé. Il va, on ne sait pas encore. » J'ai dit « Non, Isabelle est morte. Je sais qu'elle est morte. » J'avais cette certitude, mais je ne peux pas l'expliquer. C'était quelque chose de terrible comme ça. Avec la découverte de la voiture, l'affaire prend immédiatement une tournure dramatique.
la disparition d'Isabelle fait la une des médias régionaux. Aujourd'hui, la famille et les enquêteurs n'émettent que des hypothèses, enlèvement ou agression, pour essayer de comprendre. Comprendre comment Isabelle, une jeune fille sans histoire, a pu disparaître dans la nuit entre Colomiers et Toulouse. Le parquet de Toulouse ouvre une information pour incendie volontaire et séquestration. Le SRPJ est saisi de l'enquête. Un avis de recherche est diffusé. Les policiers passent au peigne fin la zone où a été retrouvée la voiture. Mais ça ne donne rien. Isabelle s'est comme volatilisée. Une certitude. La voiture a été aspergée d'essence. L'affaire Rabou ne fait que commencer. À l'époque, vous êtes inspecteur au SRPJ de Toulouse. Dans les premiers temps de l'enquête, la voiture d'Isabelle Rabou a été retrouvée, mais il n'y a pas d'indice probant au départ pour cerner qui a pu faire ça. Alors quelles sont vos pistes comme ça dans les premières heures de l'enquête? On commence une enquête sur toutes les personnes qui l'a côtoyé, qui l'ont connu, les amis chez qui il a dîné, bien sûr, on soupçonne les parents. Hein. Plus c'est prêt, on fait la politique toujours par élimination. On commence à enquêter sur son noyau proche, puis après on écarte le cercle pour aller de plus en plus loin. Mais on écarte rapidement les parents. Et ensuite, ses petits amis, ses copines, ses copains, etc. Tout l'environnement de cette jeune fille est fait. Et procédant par élimination, on n'obtient aucun élément qui nous permette de poursuivre l'enquête dans ce sens. Elle ne peut pas avoir fait une fugue, Isabelle Rabou? Je connais ses parents, je connais les rapports qu'ont les parents avec la fille. Je crois qu'on écarte rapidement le fait qu'elle ait pu fuguer. Elle n'a pas un profil dépressif non plus? Elle n'a pas le profil dépressif, elle est très liée à ses parents, elle leur téléphone plusieurs fois par jour. C'est une fille moderne qui vit avec son temps, qui a des relations qui sont saines. Elle habite chez une amie qui naît comme elle, qui l'héberge. C'est une fille de bonne moralité et il n'y a aucune raison pour qu'elle ait pu fuguer. Et de toute manière, si elle a fugué, pourquoi il y aurait une mise en scène comme ça? Les policiers retracent l'emploi du temps d'Isabelle. Ils empruntent la route qu'a suivie la jeune femme entre Colomiers et l'appartement où elle devait passer la nuit. Un trajet d'une dizaine de kilomètres sur lequel elle a pu faire une mauvaise rencontre. Mais qui et où? Ils ne trouvent rien. Personne ne se souvient d'une jeune femme au volant d'une Opel Corsa blanche. La voiture calcinée est le seul indice, avec le lieu où elle a été découverte. Près de la célèbre base militaire de Toulouse, Francazal. Un immense complexe qui réunit d'un côté une base aérienne et de l'autre un régiment parachutiste de l'armée de terre, la BOMAP, une base opérationnelle mobile aéroportée de parachutistes. Et si des militaires étaient impliqués dans la disparition d'Isabelle? Les policiers de la police judiciaire de Toulouse privilégient la piste militaire. L'idée, c'est que des militaires auraient pu enlever sa voiture et l'enlever avec. Voler sa voiture et l'enlever avec. Et l'enlever avec, oui. Pour rentrer à la caserne dans un premier temps? Je veux dire qu'après avoir commis un forfait et brûlé une voiture, on ne se promène pas, on ne fait pas des kilomètres. Surtout dans une zone qui est surveillée, il y a la gendarmerie militaire, il y a la gendarmerie, il y a les militaires, et puis bon, il y a aussi des patrouilles de police. Ces gens-là ne pouvaient pas faire un trajet très long entre la voiture brûlée et le lieu où ils devaient se rendre. Et puis, l'endroit le plus près de l'endroit où on a trouvé la voiture, c'est quand même la caserne. Donc, nous avons toujours un regard tourné vers la caserne. Parlez-nous de cette caserne, cette base militaire de Francazal. Il y a l'armée de l'air, d'un côté, et tout à côté, ce qu'on appelle la BOMAP. La BOMAP. Qu'est-ce que c'est la BOMAP d'ailleurs? La BOMAP, c'est la logistique de parachutistes. Il y a des parachutistes, mais c'est surtout la logistique. Les parachutes, le pliage de parachutes, le matériel, etc. Est-ce que les militaires de l'ensemble de la base ont bonne réputation, ou est-ce qu'ils ont plutôt, pour certains d'entre eux, sale réputation? À l'époque, il y a un mélange d'appelés. Oui.
et de militaires professionnels. Il est vrai que, en ce qui concerne les aviateurs, il n'y a jamais eu de gros problèmes signalés sur leur comportement, émanant de leur comportement. En revanche, en ce qui concerne la BOMAP, il y a eu quelques dérapages de temps à autre. Du genre ? Du genre bagarre, du genre dans les boîtes de nuit, quelques différends avec leur comportement, les boissons, etc. Des vols de voitures, des vols d'autoradio, donc justement ces gens-là, pour avoir 3 sous, parfois ça donnait à ce genre de petits délits. Et ça, évidemment, ça vous conforte dans l'idée que... C'est pour ça que nous avons toujours gardé la base, notamment la BOMAP, qui est séparée de quelques centaines de mètres. Nous avons toujours gardé l'idée que ça pouvait venir de la BOMAP, vu la façon et les procédés qu'avaient les gens de la BOMAP lorsqu'ils étaient en ville. Zone militaire, la BOMAP est un lieu fermé aux civils. Les policiers ne peuvent pas y mener eux-mêmes leurs investigations. Ils doivent saisir un service d'enquête militaire. C'est l'adjudant Charrier qui est chargé de cette mission. Nous nous mettons complètement à disposition du CHSPJ. On a mené des investigations qui nous ont demandé, qui étaient pour l'instant, on dira, des investigations de voisinage. Dans le milieu kiné, est-ce qu'il y avait des appelés qui étaient des kinésithérapeutes qui auraient pu connaître Isabelle Rabou? Est-ce qu'il y en avait qui faisaient des études de médecine, etc., ou médicales? Et il n'y avait pas l'informatique. Donc ça veut dire éplucher environ 800 dossiers manuscrits. L'analyse de ces dossiers ne mène nulle part. Les policiers voudraient aussi vérifier l'emploi du temps des appelés le soir de la disparition d'Isabelle. Certains d'entre eux auraient peut-être quitté la BOMAP après leur service pour se rendre à Toulouse. Ils ont pu croiser la jeune femme. Le nom de ces appelés doit figurer sur un registre d'entrée ou de sortie de la base. À cette époque-là, un appelé qui avait terminé son service et qui avait pris son repas, à partir de ce moment-là, était libre jusqu'au lendemain matin. Il aurait eu de l'argent, il prenait Concorde, il allait prendre un café à New York et il revenait. Le lendemain matin, du moment qu'il est dans la bonne tenue, rasé, propre, prêt à attaquer le travail, on ne se mêle pas de ce qu'il a fait la nuit. La sortie des appelés comme leur retour est donc libre. Impossible de savoir qui était absent de la BOMAP cette nuit-là. Mais les hommes du SRPJ restent convaincus qu'ils sont sur la bonne piste. Ils décident de mettre la base sous surveillance pendant la nuit. Vous allez, avec le service régional de police judiciaire de Toulouse, organiser une surveillance nocturne de la base militaire et de la BOMAP. Alors ça se passe comment? C'est une planque? C'est du planque. C'est des planques nocturnes, des patrouilles nocturnes qui allaient tout autour de la base militaire, contrôlant, surveillant, identifiant tous les véhicules qui rentraient, qui, quoi, comment, pour essayer de trouver un élément qui déclencherait, qui nous donnerait le fil de la pelote. Et vous étiez combien comme ça à mener ces surveillances de nuit autour de la base? Nous étions une dizaine affectés à cette enquête, à ce dossier, et nous avons tourné en se relayant pratiquement, oui, des fois 2, des fois 5, des fois 10. Ça veut dire des nuits entières à relever des numéros d'immatriculation? Oui, identification, contrôle, passage au fichier pour savoir, partant du principe que celui qui a fait fera et qu'on pensait qu'on trouverait peut-être, encore une fois, un bout de pelote à tirer. Ces planques nocturnes ne donnent rien, mais elles sont maintenues. Et dans leur enquête, les policiers de la PJ de Toulouse n'ont rien de concret. Les jours passent, l'affaire Isabelle Rabou s'enlise, jusqu'à ce que le 3 juillet 89, on retrouve son corps. Le 3 juillet, 5 semaines après la disparition d'Isabelle, un agriculteur moissonne un champ de blé situé à une vingtaine de kilomètres de la base militaire, près du village de Saint-Lys. C'est alors qu'il est intrigué par ce qui ressemble à un tas de vieux chiffons abandonnés dans un coin. Il s'approche. C'est le cadavre d'une femme. La PJ de Toulouse est immédiatement informée. Il était complètement putréfié, dans un champ, très isolé, avec des traces de roues. Grâce à ses empreintes dentaires, le corps est rapidement identifié. Il s'agit bien d'Isabelle Rabou,
L'inspecteur prévient la famille. Il y a eu un coup de fil nous disant que le corps d'Isabelle venait d'être retrouvé dans un champ de blé à Saint-Lys et toute la suite logique, disons, de tout ça. Ça a été un soulagement parce que je me posais moi tellement de questions. Pendant 33 jours, c'est vraiment quelque chose d'insupportable. On est aux limites de la folie, là, je pourrais dire. C'est difficile à décrire les étapes par lesquels vous passez. Mais je n'ai jamais été optimiste, jamais. Dominique Rizet, que nous apprend l'autopsie du corps d'Isabelle Rabou, notamment sur la date et sur les circonstances de sa mort? C'est pas facile, Christophe. Plutôt des hypothèses que des certitudes. Le corps a séjourné 5 semaines dans un champ, en plein été, en plein soleil. Autant dire que l'autopsie ne va pas être facile. On identifie formellement Isabelle Rabou grâce à ses empreintes de dents, ça c'est une première chose, et aussi grâce aux bijoux qu'on retrouve, ses boucles d'oreilles, des bracelets, 2 chaînes qu'elle portait autour du cou, des bagues, sa montre. Sur les causes précises du décès, les légistes disent qu'elles sont très difficiles à déterminer. Quelques signes pourtant font penser à des violences. Le premier, c'est une double fracture de l'os hyoïde qui est située juste ici au-dessus du larynx. Et ça, c'est une signature caractéristique de la strangulation. Deuxième élément, c'est que ces vêtements, ce qu'on retrouve de ces vêtements sont déchirés, donc on pense à des violences. Troisième chose, son pantalon et son slip sont baissés à mi-cuisse et là on pense à des violences sexuelles. Cette autopsie n'apporte pas grand-chose, en tout cas elle ne permet de donner aucun élément sur la date de sa mort. La base de Francazal est désormais la priorité absolue des policiers. Ils sollicitent à nouveau l'adjudant Charrier. Il faut accélérer l'enquête. Alors le SRPJ nous demande à ce moment-là de pousser les investigations pour savoir s'il y a un lien de cause à effet avec le lieu où est retrouvé le corps d'Isabelle Rabou, pour voir s'il y a quelqu'un, un appelé, un cadre, n'importe qui, un militaire qui habiterait dans ce coin-là, qui connaîtrait ce coin-là. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait une section ou des gens en exercice dans ce secteur? Mais à la base, personne ne semble connaître ce champ de blé. L'adjudant Charrier épluche à nouveau les dossiers des 800 appelés. Pour lui, les militaires n'ont rien à voir dans l'affaire. Mais à la PJ, on reste convaincu du contraire. C'est bien à la BOMAP qu'il faut creuser. Et les policiers ne voient qu'une solution, pénétrer dans la base pour y enquêter eux-mêmes. Notre objectif, c'est de pouvoir montrer qu'on s'intéresse à eux, ce qui doit éventuellement ou irrémédiablement provoquer une réaction. Et on s'attendait justement à pouvoir se faire voir, faire une enquête au grand jour pour créer justement ce qu'on a appelé, nous, le coup de pied dans la fourmilière, de manière à ce qu'à un certain moment, ça bouge. L'idée des policiers, occuper le terrain, circuler dans la base, mener des perquisitions au hasard des chambrées, bref, se montrer pour provoquer l'adversaire. Mais la sécurité militaire ne partage pas cette stratégie. Et je les ai peut-être un petit peu dissuadés en disant que rentrer dans une unité opérationnelle où plus de la moitié du personnel était absent, en plus c'était l'été, donc des gens en permission, des gens en mission outre-mer, des gens en mission par là, des gens au saut, je pensais que ça allait beaucoup trop alerter le personnel de la BOMAP et ne rien donner. Les policiers doivent renoncer à donner leur coup de pied dans la fourmilière. Ils restent aux portes de la BOMAP. Le 12 juillet, 9 jours après la découverte du corps, ils finissent par lever le dispositif de surveillance nocturne de la base. Il n'y avait pas de raison de le maintenir. Mais le lendemain, le 13 juillet au matin, l'histoire se répète. Une voiture calcinée vient d'être retrouvée près de la base de Francazal. 11h du matin, à la gendarmerie de Portet-sur-Garonne, à quelques kilomètres de Toulouse. Les gendarmes reçoivent un coup de téléphone. Une voiture calcinée vient d'être découverte à 200 mètres du lieu où avait été retrouvée celle d'Isabelle Rabou.
En arrivant sur place avec le collègue, on constate donc un énorme trou. Les travaux étaient en cours, donc je ne me rappelle pas exactement ce qu'ils faisaient, mais enfin, et au fond de ce trou, dans une voiture calcinée type 205. Je descends dans le trou et là, on constate donc la présence de deux corps entièrement calcinés à l'arrière de la voiture. 2 corps recroquevillés, donc calcinés à 80-90%. On fait attention à ne rien toucher, bien sûr. On prévient la hiérarchie dans la présence de ces 2 corps dans cette voiture. Mais sur place, on ne trouve rien de particulier. Ni traces, ni présence suspecte, si je puis dire. L'état-major de la BOMAP apprend ce nouveau drame dans la presse. Quelque part, on se dit c'est pas possible, il faut être idiot pour venir brûler un 2e véhicule à peu près au même endroit, ce qui aurait tendance à montrer du doigt que c'est toujours là que ça se passe, quoi. Enfin, le fait qu'il y ait 2 événements coup sur coup, pas très loin, ça nous met quelque part un peu mal à l'aise malgré tout. Les enquêteurs de la sécurité militaire commencent à se dire que les policiers étaient dans le vrai. Dès le départ, on avait raison. Il ne faisait aucun doute que ça venait d'une part des militaires, que c'était les mêmes que ceux qui avaient commis le meurtre ou l'assassinat d'Isabelle Rabou. Pour nous, on était toujours dans la même configuration, avec les mêmes personnes et les mêmes mises en cause. On se dit qu'il faut absolument travailler à la manifestation de la vérité et d'arrêter ces assassins, de façon à ce que la série ne continue pas. Le parquet de Toulouse décide de confier cette nouvelle affaire à des militaires, la section de recherche de la gendarmerie de Toulouse. Le meurtre d'Isabelle Rabou, lui, reste du ressort de la police. Les gendarmes doivent résoudre une première énigme, identifier les 2 victimes. La 205 dans laquelle elles ont été retrouvées est une voiture volée et aucune disparition suspecte n'a été signalée. L'autopsie apporte peu d'éléments. Les corps sont trop calcinés. Ce sont 2 femmes, âgées probablement d'une 20aine d'années. Les bijoux retrouvés dans la voiture pourront peut-être aider l'identification. Il s'agit d'une petite médaille en or, d'une bague, de 2 bracelets-montres et de plusieurs anneaux. Leurs photos sont largement diffusées dans la presse. Impossible d'établir comment elles ont été tuées, si elles ont subi des violences sexuelles, si elles ont été brûlées avant ou après leur mort. Convaincus à leur tour que la clé se trouve à la base de Francazal, les gendarmes s'y rendent tout naturellement. Ils ont un avantage. Eux sont de la maison. Le fait que ce soit des gendarmes, pour nous, je dirais, c'est plus facile, dans la mesure où les gendarmes sont des militaires, que nous sommes militaires. Les gendarmes, pour rentrer sur la base, je dirais à la limite, ils rentrent comme s'ils étaient chez eux. Et du coup, l'enquête s'accélère. Le lundi 17 juillet, la BOMAP communique aux policiers et aux gendarmes les noms de 2 appelés qui ont disparu. Le premier s'appelle Thierry Elborgi, 19 ans. Il a quitté la base sans autorisation le 13 juillet. Le second, Philippe Siov, 20 ans, est parti en permission pour le week-end après avoir participé au défilé du 14 juillet à Muret, près de Toulouse. Depuis, personne n'a revu ni l'un ni l'autre. Alors, colonel Couder-Lacal, avec vous, la BOMAP va collaborer plus facilement qu'avec la police judiciaire. Pourquoi ? Parce que vous êtes gendarme. Bien sûr, moi j'étais militaire, donc à l'intérieur je suis non seulement militaire mais respecté par ma tenue, etc. Donc la gendarmerie, arme militaire, est chez elle dans une caserne militaire. Donc c'est plus facile pour un gendarme d'enquêter dans l'armée que pour un policier, quoi. C'est sûr. La BOMAP va vous communiquer 2 noms, le nom de 2 déserteurs, Siov et Elborgi. Il manque à l'appel. C'est une piste sérieuse, évidemment. Il y avait d'abord Elborgi qui, lui, était déserteur, était en absence illégale, puisque lui, il a déserté la veille du 14 juillet, alors qu'il était prévu pour défiler. On s'est aperçu de son absence. Et Siov était en permission normale.
Il a fait le défilé, il est parti en permission ensuite. Mais on vous donne quand même son dossier? Ah oui, oui, bien sûr. Pourquoi? On nous donne les dossiers de tous ceux qui étaient absents. Alors on a vu effectivement que ces deux avaient un passé relativement difficile, ayant eu affaire au juge pour enfants. Parmi les dossiers des absents de la caserne, ces deux-là ont le profil, comme on dit. Absolument, absolument. Et la preuve, c'est qu'on a lancé une fiche de recherche que pour ces deux-là. Vous lancez un avis de recherche, mais vous n'envoyez pas des gens au domicile de ces deux militaires ou chez leurs parents Oui, non, mais ils ne sont pas là. Leur domicile, là-bas, c'était la caserne. En dehors de ça, ils n'avaient pas de domicile, absolument pas. Le seul lieu où d'où pouvait démarrer l'enquête, c'était la caserne de la Baumap. Le 17 juillet, un avis de recherche est diffusé dans toute la France. Et le lendemain, une autre affaire éclate, loin de Toulouse, dans l'Isère, dans le petit village de Saint-Romain de Jalionas. Il se trouve que l'un des deux militaires disparus, Philippe Siauve, est originaire de ce village. Mardi 18 juillet, il est 6 h du matin, à Saint-Romain de Jalionas. Marcel Douzet, 62 ans, garde-chasse bénévole, entame sa tournée quotidienne. Sur sa mobilette, armé de son fusil de chasse, il se dirige ce matin vers le bois des Deux-Rivières, où on lui a signalé des renards. Il doit rentrer chez lui à 9 h. Mon père faisait des tournées qui étaient très régulières et il rentrait toujours à la même heure. Et il avait en plus, vis-à-vis de ma mère, le respect de toujours être ponctuel. Donc il n'est pas rentré à 9 h. Dans les 10 minutes qui ont suivi, ma maman s'est inquiétée. Madame Douzet appelle un de ses fils qui tient le café de Saint-Romain. Lui non plus n'a pas vu son père. La disparition de Marcel fait le tour du village. Il faut dire que le garde-chasse est une figure ici. Il vient d'une vieille famille de Saint-Romain et pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est engagé dans la résistance à 17 ans. C'était quelqu'un de simple, de discret et très très proche de la nature. Très proche de la nature. Il avait des amis paysans. C'était toute sa vie, quoi. Saint-Romain, la chasse, la pêche, marcher dans la nature, c'était sa vie, c'était quelqu'un de respecté. Marcel s'est peut-être blessé dans la forêt. Il a peut-être eu un malaise. Sa famille et ses amis décident d'organiser une battue dans les bois et les champs de maïs des alentours. Les heures passent, mais toujours aucune trace. L'inquiétude est extrêmement forte et maman a une espèce de prémonition puisqu'elle me dira quand je suis arrivée, j'ai peur qu'il ait fait une mauvaise rencontre. Ce qui me paraissait à moi tout à fait aberrant. À 17 h, la famille Douzet téléphone à la gendarmerie de Crémieux pour signaler la disparition de Marcel. Le major qui commande la brigade partage l'inquiétude de la famille. Les recherches n'ayant pas abouti depuis qu'elles étaient entreprises, entre nous, on pense qu'il y a quelque chose d'anormal. J'informe le commandant de compagnie en lui demandant d'envoyer des renforts conséquents pour qu'on puisse faire une battue et essayer de trouver quelque chose. Près de 80 gendarmes se déploient aux côtés des villageois dans les nombreux champs cultivés qui entourent le village. Un hélicoptère de la section de recherche est même réquisitionné. Il faut faire vite, dans quelques heures la nuit va tomber. Pendant ce temps-là, le médecin du village, le docteur Marceau, reçoit une étrange visite à son cabinet. Vers 17 h 30, alors que tout le village recherche le garde-chasse, 2 hommes pénètrent dans le cabinet. Il s'agit de Philippe Siauve, que le médecin connaît depuis tout petit. Il est avec un copain militaire. Philippe Siauve m'explique qu'il n'a pas regagné son camp depuis plusieurs jours pour des raisons de santé et qu'il aurait aimé un arrêt de travail ou un certificat médical justifiant son absence. Le docteur Marceau voit bien que Siauve n'est pas malade. Il refuse catégoriquement de rédiger un faux certificat. Mais son ami est très agressif. Son camarade jaillit de sa chaise, de son fauteuil,
et s'appuie sur mon bureau et se penche vers moi en affirmant « mais s'il le veut, il doit le faire, il peut le faire et il doit le faire, ton certificat ». Son visage est très crispé et menaçant et quelque part je me suis senti mal à l'aise. Le docteur Marceau prend peur mais refuse de céder. Il met fin à la consultation. Et là je les ai accompagnés jusqu'à la sortie du cabinet, la sortie de la maison et même jusqu'à la sortie du jardin parce que je me sentais menacé, j'étais pas bien. Philippe Siauve et son ami s'en vont. Pendant ce temps-là, les recherches se poursuivent autour du village. Les gendarmes viennent de retrouver un fusil dans les maïs. Et c'est celui de Marcel Douzé. Le garde-chasse ne doit pas être bien loin. La battue reprend. Le temps presse. Bientôt, il fera nuit. Mais malgré les dizaines d'hommes, les chiens et l'hélicoptère, toujours pas la moindre trace de Marcel. À 19h, les événements s'accélèrent. Des personnes qui font partie du dispositif nous signalent attention, il y en a deux qui essayent de se cacher et qui viennent de rentrer dans le... Deux jeunes individus qui viennent de rentrer dans le champ de maïs. Mais qui sont ces deux jeunes? Pour les gendarmes, s'ils tentent de se cacher, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Il faut leur mettre la main dessus. L'hélicoptère vient se positionner au-dessus pour avoir une vue plus plongeante sur le champ de maïs. Débute une chasse à l'homme dans les maïs. Mais les deux hommes parviennent à s'échapper et gagnent le sous-sol d'une maison. Les gendarmes cernent les lieux. Quand on les interpelle à l'intérieur de la maison, du sous-sol de la maison, il n'y a aucune bagarre, aucune résistance. Bon, ils se sentent pris au piège, on les interpelle normalement. De nombreux villageois sont venus assister à l'arrestation des deux fuyards. Et le docteur Marceau est présent. Et là, je reconnais Philippe Siauve et son ami. Donc, je m'approche d'eux très surpris, ne comprenant plus où j'étais, et expliquant aux gendarmes, mais qu'est-ce que vous leur reprochez? Ils étaient dans mon cabinet il y a 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, et Philippe Siauve me faisait des signes de tête, me faisant signe, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Le compagnon de Philippe Siauve s'appelle Thierry Elborgi. Tous les deux sont placés en garde à vue à la gendarmerie de Crémieux. Vers 21h, les habitants du village découvrent dans un sous-bois le corps sans vie de Marcel Douzé. Le garde-chasse a été tué d'une balle dans la bouche. Les gendarmes passent les noms des deux garçons au fichier des personnes recherchées. Et là, bingo, les deux hommes font l'objet d'un avis de recherche lancé par la gendarmerie de Toulouse. D'abord parce qu'ils sont en fuite de leur caserne, ensuite parce qu'on aimerait bien les entendre dans 2 affaires de meurtre commis aux abords de leur base militaire. Immédiatement, les gendarmes de Crémieux téléphonent au commandant Couder-Lacalle de Toulouse pour leur signaler qu'ils viennent d'arrêter les hommes qu'ils recherchent. Dans la foulée, le commandant Lacalle prend la route de Crémieux en voiture, 500 km, ce qui laisse toute la nuit aux gendarmes locaux pour interroger les deux oiseaux sur le meurtre du garde-chasse. Il est 22h à la gendarmerie de Crémieux. La garde à vue des deux appelés de la base de Francazal commence. On se rend compte quand même que ce sont des... On ne peut pas dire des durs, mais des gens ils se la jouent un peu, comme on dit. Ils jouent un peu les Rambo, les trucs comme ça, vous voyez, c'est un peu... Bon, ils sont dans une unité parachutiste, alors bon, ceci aide peut-être aussi à rouler un peu les mécaniques, si vous voulez, comme on dit vulgairement. Philippe Siauve et Thierry Elborgi passent aux aveux, très vite. Des aveux sidérants, complets, exprimés sans le moindre remords. Le récit d'une hallucinante virée meurtrière. 2 jours plus tôt, le 16 juillet, Elborgi a rejoint Siauve qui passait le week-end en famille à Saint-Romain. Armés d'un fusil de chasse, les deux militaires avouent avoir cambriolé le jour même une maison de la région. Leur butin, un fusil à pompe
des cartouches et 1700 francs en espèces, 260 €. Le lendemain, le 17 juillet, ils volent une Peugeot 205. C'est le début d'un rodéo sanglant. Il raconte qu'ensuite, le long de la route, ils tirent sur des vaches. Comme ça, pour s'amuser, ils en tuent 2. Puis dans la nuit, ils filent à Poncherui, une petite ville à quelques kilomètres de Saint-Romain. Là, ils s'arrêtent devant un bar. Ils tirent sur la façade. Pourquoi? L'établissement est fréquenté par des bougnoules, explique Siov aux gendarmes. Puis ils foncent vers une cité HLM, là encore très fréquentée, par des Maghrébins. Ils tirent à nouveau, heureusement sans faire de victimes. Vers 5 h du matin, ils décident de brûler la voiture dans un bois proche de Saint-Romain. Une demi-heure plus tard, ils sont sur le chemin qui mène au bois des 2 rivières. C'est là qu'ils voient arriver Marcel Douzé sur sa mobilette. Le garde-chasse reconnaît Philippe Siov. Ils sont du même village. La conversation s'engage. Thierry Elborgi a pris son fusil, chargé. Et il tire. En plein visage, Marcel Douzé s'écroule. Il est mort. Les 2 hommes traînent son corps jusqu'au bois des 2 rivières et le dissimulent sous des branchages. Ils cachent les fusils et la mobilette. Puis Siov et Elborgi rentrent se coucher à Saint-Romain. Il est 6 h 30 du matin. Dans leur récit, Siov et Elborgi ne donnent pas de mobile. Ils ont tué Marcel Douzé gratuitement, sans raison. Mais qui sont ces 2 militaires? Quel est leur parcours? Comment en sont-ils arrivés là? C'est à Pau, où ils ont passé leur brevet de parachutiste, que Philippe Siov et Thierry Elborgi se sont rencontrés et sont devenus amis. Depuis qu'ils sont à Francazal, ils se retrouvent souvent le soir, à Toulouse, pour des virées qui tournent parfois au vol de voiture ou d'autoradio. Ils aiment jouer les durs. Elborgi se fait appeler Titi et Siov Cobra. Né à Lyon, Philippe Siov est arrivé en Isère à l'âge de 12 ans, chez sa grand-mère avec son père et ses 3 jeunes frères. Sa mère, devenue prostituée, les a abandonnés. La directrice de l'école de Saint-Romain a bien connu la famille. La grand-mère a toujours beaucoup entouré ses gosses. Ils n'ont, si vous voulez, sur le plan matériel, affectif, ils n'ont manqué de rien. Sauf que la maman n'était pas là. Traumatisé par le parcours de sa mère, Philippe a vécu une adolescence tourmentée. Il a arrêté ses études et tenté sans succès une formation de boucher. Philippe n'avait pas cette ardeur au travail, ce que souhaitait la grand-mère. Elle me l'a dit plusieurs fois qu'il n'avait pas la tête là, quoi. Voilà. Il ne l'écoutait pas. Dans les rues de Saint-Romain, Philippe Siov jouait facilement les gros bras. Il fumait du cannabis, commettait quelques vols, et voilà comment il est tombé dans la délinquance. On le voyait dans la rue, souvent assez raide, assez fier, assez hautain de lui, quoi. Enfin, il voulait se donner un rôle. On pense plutôt aux petits voyous, un petit peu vantards. On le voit régulièrement sur la place du village avec les groupes de jeunes qui traînent tard le soir. À 19 ans, Philippe Siov décide de changer de vie. Il devance le service militaire et veut intégrer un régiment de parachutistes. Et il disait toujours que quand il irait à l'armée, c'est là qu'il allait s'affirmer, parce que l'armée, c'était synonyme, j'ai fait mon service militaire, je suis un homme, maintenant je suis un homme, j'ai fait l'armée, et c'est là qu'il comptait s'affirmer. Thierry Elborgi a lui aussi devancé son service militaire et rejoint les paras pour échapper à une existence encore plus marginale, encore plus douloureuse. C'est un enfant qui est un enfant saccagé, qui arrive dans une famille, si on peut appeler ça une famille, parce qu'il est lui-même le produit d'un viol. Sa mère est violée par son propre beau-père. Sa mère épouse ensuite un certain monsieur Elborgi, d'origine marocaine. L'homme accepte d'adopter le jeune Thierry, mais il refuse d'aimer cet enfant, à l'origine honteuse.
et tous ceux qui contribueront à être l'entourage de la mère le détesteront à leur tour. C'est terrible et ça semble sans issue. Thierry El Borgi ne supporte pas ce nouveau nom de famille. Il se met à haïr les Maghrébins. Il décide de partir, seul. Et à 12 ans, voilà un gamin qui a 12 ans, va falsifier ses papiers d'identité et va peupler ce que nous rencontrons dans la rue, c'est-à-dire les marginaux qui peuplent nos villes. Il va vivre dans un square, s'abriter la nuit sous une tente, ouvrir des boîtes de conserve qu'il n'a rien pour faire réchauffer et s'alimenter de la sorte, à 12 ans. Et à 12 ans, il va essayer de se construire sans amour, sans repères et sans éducation. À l'âge de 16 ans, il parvient à suivre une formation professionnelle de mécanicien. Mais vite, il reprend sa vie d'errance en consommant drogue et alcool. À 18 ans, il rejoint l'armée et c'est là que Titi fait la connaissance de Cobra. Alors mon colonel, à la gendarmerie de Crémieux, vous allez mener la garde à vue de Siov et El Borgi. Vous commencez par voir lequel des deux, parce que vous les voyez. Siov en premier. Siov. Absolument. Comment ça se passe? Je lui ai dit, bon, vous savez qui je suis. Je lui ai montré mes galons. Il m'a dit, oui, vous êtes lieutenant-colonel. J'ai dit, voilà. J'ai dit, on va discuter entre militaires. Je viens parce qu'il y a des filles qui ont été assassinées dans la région de Toulouse. Et puis j'ai dit, nous sommes à la recherche des tueurs. Alors, et c'est là qu'il me dit, mais mon colonel, si vous pensez que j'y suis pour quelque chose, vous vous plantez complètement. Vous n'allez pas plus loin avec lui? Non. Avec Siov? Non. Vous le laissez mariner en quelque sorte? Absolument. Et vous passez dans la cellule où se trouve El Borgi? El Borgi, oui. Et alors qu'est-ce qu'il vous dit, El Borgi? Alors El Borgi n'a fait absolument aucune retenue ni aucune réserve. Il nous a dit ce qui s'était passé. Il nous a parlé d'abord de l'affaire Rabou, dont il avait entendu parler. Il nous a dit que c'était tellement horrible que moi je n'y ai pas cru. Donc lui n'y a pas participé? Non, non. Pour ce qui concerne l'affaire dont vous êtes chargé, vous, oui, les 2 corps calcinés retrouvés dans la Peugeot? Oui. Il nous a dit, un soir je suis allé à Toulouse tout seul, puis il a été rejoint par Siov et Jaouen. Et donc il nous a dit, à partir de là, nous avons volé une voiture et ils partent sur Muret, où il y avait une boîte de nuit qui s'appelait le Cobra. Il passe devant la boîte de nuit, elle était fermée, et ce soir-là, il y avait la fête à Muret. Il continue vers le centre-ville. Avant d'atteindre le centre-ville, il voit les deux filles, manifestement une plus jeune que l'autre, en train de faire du stop. Ils ont emmené les 2 filles, et puis ils sont allés vers Toulouse. Ils ont quitté la route principale, et ils sont allés à 200 mètres de la route, dans un champ. Et dans le champ, ils ont descendu les filles. Puis Siov a entrepris de vouloir violer l'aînée, et il a dit que quand il a constaté qu'elle avait ses règles, il a renoncé. Et il est revenu vers la petite, qu'il a rentré dans la voiture, il a violé. Ensuite, il a appelé Jaouen, qu'il a également violé, et El Borgi en troisième position, qui lui, paraît-il, a essayé de la violer, mais qui n'est pas arrivé à le faire. Et à ce moment-là, ils ont repris l'aîné qui a tenté de fuir. Ils l'ont rattrapé et immédiatement, ils lui ont mis une ceinture autour du cou. Et pendant que El Borgi la tenait, Siov lui plantait le poignard dans le dos, avec le poignard de Jaouen. Et dans un deuxième temps, il a reculé, puis lui lançait le poignard de loin dans le dos. Et la petite, évidemment, était terrorisée. Et c'était toujours El Borgi qui la tenait. Puis ensuite, il a achevé en la saignant à 3 ou 4 reprises avec le poignard à la gorge. Et ensuite, ils remettent les corps dans la voiture? Alors donc, lorsqu'ils avaient tué les 2 filles, ils ont replié le siège arrière de la 205 et ils les ont mises à l'arrière de la voiture, tête bêche, comme on les a malheureusement retrouvés. Et là, ils sont allés à proximité de la caserne, à quelques 30 ou 40 mètres, et ils ont poussé la voiture au fond du cratère où elle a entièrement brûlé. Est-ce que tout de suite vous retournez voir Siov pour lui dire, votre copain El Borgi vient d'avouer? Oui. Vous avez tué 3 personnes? Oui, absolument. Que dit Siov à ce moment-là? Il avoue? Pas tout de suite.
puis bon, ben, ça n'a pas duré. Vous comprenez que ça n'a pas duré. Après, il a dit, bon, maintenant je vais m'expliquer. Et c'est là qu'il a avoué que lui, personnellement, avait violé et tué par étranglement et par saignement Isabelle Rabaud ainsi que les deux autres filles qu'on n'avait pas encore identifiées à l'époque, bien sûr. Ils vous ont donné les noms de leurs complices dans cette épopée meurtrière? Oui, tout à fait. Donc celui d'un certain Jaouen et celui d'un certain Feuerstein, oui, qui auraient participé l'un ou l'autre à l'un des deux meurtres. Exactement. Siov et El Borgi viennent d'avouer ensemble ou séparément 4 meurtres au total. Ensemble, le meurtre du garde-chasse, sur lequel enquêtent les gendarmes de l'Isère. Ensemble, le double meurtre de la 205 incendiée, ça c'est le dossier des gendarmes de Toulouse. Enfin, Philippe Siov s'accuse seul, avec 2 autres complices, du meurtre d'Isabelle Rabaud, sur lequel enquêtent les policiers de la PJ de Toulouse. Des policiers qui veulent l'entendre tout de suite. 19 juillet, il est 17h. L'inspecteur Fabreau du SRPJ de Toulouse arrive à Crémieux pour interroger Philippe Siov au sujet du meurtre d'Isabelle Rabaud. Et de nouveau, le militaire raconte, avec un luxe de détails effarant, le calvaire qu'a subi la jeune femme. Retour à cette terrible soirée du 30 mai. Philippe Siov, Thierry Jaouen et Frank Feuerstein quittent séparément la Baumap après leur service. Ils se donnent rendez-vous à Toulouse, dans le quartier de la Gare. Ils terminaient de bonne heure et là on était en été. Et donc ils allaient en ville boire un verre et éventuellement rencontrer des filles. Ils boivent quelques bières, fument un peu de hashish, puis décident d'aller voler des autoradios dans le quartier. Sans succès. Alors vers minuit, les 3 appelés décident de rentrer à la base. Mais bien sûr, personne n'a de voiture. Il faut donc en voler une, comme d'habitude. À minuit et demi, ils sont rue de la Sarthe. Une Opel Corsa blanche se gare. C'est la voiture d'Isabelle Rabaud. Ils se sont aperçus qu'elle était seule. Et là, ils ont décidé de voler la voiture. Philippe Siov crie « On y va !» Les 3 militaires se ruent sur la voiture. Siov ouvre la portière d'Isabelle Rabaud. C'est lui qui l'a poussé côté passager et qui a pris le volant, ouvrant les portes aux 2 autres afin qu'ils montent. L'Opel Corsa démarre, direction Francazal. Siov est au volant. C'est lui qui mène les opérations. Dans la voiture, Isabelle Rabaud demande qu'on la libère. Personne ne répond. Ils n'ont pas seulement volé une voiture, ils viennent d'enlever une femme. Les kilomètres défilent. À aucun moment, Jaouen et Feuerstein ne tentent quoi que ce soit pour tout arrêter. L'Opel Corsa se rapproche de la Baumap, passe devant l'entrée de la base. Siov ne s'arrête pas. Il poursuit son chemin. Au bout d'une vingtaine de kilomètres, il quitte la route et pénètre dans un champ. Siov a reconnu qu'il avait demandé à la jeune fille de se déshabiller. Malgré ses cris et ses hurlements. Ensuite, lui-même s'est déshabillé, puis il est passé à un acte sexuel. Jaouen et Feuerstein sont à l'extérieur de la voiture. Ils attendent. Puis il est sorti et il a demandé aux autres d'aller se contenter. Ces 2 amis se succèdent dans la voiture. Que faire maintenant? Les 3 militaires savent bien que s'ils libèrent Isabelle Rabaud, elle va les dénoncer. Siov prend à nouveau l'initiative. Siov a dit il faut l'éliminer. Ce qu'on a fait, c'est on ne peut pas la laisser repartir. Il a profité qu'elle sorte du véhicule pour et qu'elle était allée discuter avec Jaouen et Feuerstein pour passer par derrière et l'étrangler avec son ceinturon. Au début, s'il avait dit que la mort avait été rapide, il semblerait que, qu'elle ait duré un certain temps, une dizaine de minutes.
qu'elle a été mise à terre, que se servait de son genou pour tirer dessus. Siov dit que Feuerstein l'a aidé en tenant une des extrémités de la ceinture. Jaouen, lui, n'a pas bougé. Jaouen a toujours dit qu'il était resté un petit peu en retrait de l'autre côté de la voiture et qu'il avait détourné le regard, qu'il n'avait pas voulu regarder. Il savait ce qui était en train de se produire, mais il n'avait pas voulu regarder. Siov retourne à la voiture, ouvre le coffre, saisit un tournevis et poignarde plusieurs fois le corps sans vie d'Isabelle Raboud. Et il l'abandonne dans le champ. Les trois hommes remontent dans l'Opel Corsa et reprennent la route. Direction Francazal. Ils laissent la voiture dans un terrain vague, à 200 mètres de la base, et y mettent le feu. Puis ils rentrent à pied à la Baumap, comme si de rien n'était. La garde à vue de Philippe Siov est terminée. Il est 20h à la gendarmerie de Crémieux. Le lendemain, 20 juillet, à Toulouse, Thierry Jaouen et Frank Feuerstein sont arrêtés à la base de Francazal et conduits en garde à vue dans les locaux de la PJ. Les deux appelés confirment sans difficulté les aveux de Siov. La lecture des procès-verbaux de leurs aveux laisse pantois, tellement c'est barbare, c'est horrible. Je pense qu'ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas du tout encore à ce moment-là mesuré la gravité de leurs actes. L'équipée sauvage et meurtrière des 4 parachutistes est enfin terminée. Ils sont tous inculpés pour homicide volontaire, séquestration arbitraire, viol aggravé, torture et acte de barbarie. Peine prévue, perpétuité. Alors Dominique, qui sont Thierry Jaouen et Frank Feuerstein, les deux complices de cette virée meurtrière? Jaouen et Feuerstein, les deux complices parce qu'ils ont suivi, mais surtout les deux lâches parce qu'ils ont laissé faire, Christophe. Feuerstein, il est né à Lille en 1970. Il n'a pas connu son père. Sa mère s'est mariée par la suite, elle a eu 5 enfants. Et lui va raconter aux policiers qui viennent l'entendre pour l'enquête de personnalité que son père l'a élevé sans faire jamais aucune différence avec ses 5 frères et sœurs, avec autant d'amour. Alors c'est un élève médiocre de bout en bout. Il rate son CAP de mécanique, il va faire des petits boulots pour vivoter. Et jusqu'à Francazal, c'est un garçon décrit comme calme, introverti, qui n'a jamais posé de problème. C'est sa mère qui parle ici. Mon fils était un brave garçon, il avait bon cœur, on pouvait lui demander tout ce qu'on voulait. Feuerstein devance l'appel et sa mère raconte que quand il est arrivé, quand il a commencé à Francazal, c'est là qu'il s'est mis à boire et c'est là qu'il s'est mis à consommer de la drogue. C'est surtout là que Feuerstein a rencontré Philippe Siov. Et Thierry Jaouen, qui est-il? Thierry Jaouen, il a le même âge, il est né en 70 dans le Val-de-Marne. Son père est employé de mairie, sa mère est auxiliaire puéricultrice, 3 enfants, c'est lui l'aîné. Alors c'est un garçon plutôt intelligent, mais pas un élève brillant. Il va quand même décrocher un CAP de boucher, travailler 3 ans chez le même patron qui dit de lui, c'était un ouvrier impeccable, serviable, très compétent dans son travail. Sa mère le décrit comme un garçon renfermé, mais sage, intelligent, qui disait toujours oui, pas de petite copine, peu d'amis. C'est encore sa mère qui parle. Sa vie privée était comme le reste, un calme plat. Lui aussi devance l'appel. Et là, tous ses proches disent que pour la première fois de sa vie, on a l'impression qu'il s'intéresse à quelque chose quand il parle des paras, de son job chez les paras. Alors de l'un comme de l'autre, de Jaouen comme de Feuerstein, les psychiatres vont dire que l'effet de groupe et l'effet d'entraînement du groupe ont été déterminants dans ce qui s'est passé. Voilà Feuerstein et Jaouen, Christophe, 2 paras au destin mal plié qui sont partis en torche. Colonel Couder-Lacalle, 3 jours après l'inculpation des 4 parachutistes, vous identifiez enfin les 2 victimes. Qui sont-elles? Ces 2 jeunes femmes, puisqu'il s'agit de jeunes femmes, qu'on a retrouvées dans la 205 calcinée. Oui. L'aînée, Noria Boussedra, avait 18 ans, elle venait d'avoir 18 ans. Et elle avait des bijoux assez particuliers. Et ces bijoux, je les ai fait paraître à la télévision, avec le numéro de téléphone de la gendarmerie. Et c'est sa sœur qui a vu ces bijoux, qui a identifié ces bijoux en Algérie, à Mostaganem.
et qui nous a appelés pour dire ces bijoux appartiennent à ma sœur. Et l'autre avait 12 ans et demi. 12 ans et demi. 12 ans et demi. La petite portugaise, Luisa de Azevedo, avait 12 ans et demi. Donc ils avaient volé une voiture, ils les avaient prises en stop. Absolument, absolument. Ce sont deux gamines qui faisaient du stop ce soir-là. Absolument. Et elles revenaient de la fête. Et elles sont tombées par hasard sur eux. Complètement. Il est décidé que pour ces 4 meurtres, il n'y aura qu'un seul procès, qui s'ouvre le 15 avril 91 à Toulouse. Dans le box, ils sont 4. De nombreux Toulousains sont venus assister au débat. Ils veulent voir les 4 monstres qui ont assassiné 3 jeunes femmes de leur région 2 ans plus tôt. La tension règne autour du palais de justice. Un certain nombre de gens commencent à hurler à la mort, quoi. C'est-à-dire qui demandent la peine de mort, ni plus ni moins, le rétablissement de la peine de mort. Et l'idée que l'on se fait des accusés, d'affreux parachutistes guerriers qui s'en ont pris à d'innocentes victimes, est de nature à justifier cela pour beaucoup de nos concitoyens. La cour d'assises est bondée. Pour les familles des victimes, l'ouverture du procès est une nouvelle épreuve. On a l'impression toujours que l'on vit un cauchemar et qu'on va finir par se réveiller. C'est au moment où on est dans la salle qu'on voit ces jurés, ces avocats, et plus fort encore les criminels. Et là on se dit non, c'est la vérité. Les 4 accusés entrent dans le box. Thierry Elborgi et Philippe Siov s'installent au premier rang. Derrière, il y a Frank Feuerstein et Thierry Jaouen. 4 gamins âgés de 20 à 22 ans. C'est la première fois que les familles de victimes les voient. J'étais debout quand ils sont rentrés, je les ai regardés longuement. On avait l'impression que c'était des gens ordinaires, on pourrait dire, à la limite. Dans notre tête, en 2 ans, on les avait vus, on les avait imaginés des malabars, des monstres et tout. Et on voit rentrer 4 jeunes hommes, dont l'assassin de mon père, un beau garçon, comme nos enfants, tout ça. Et ça, ça a été très fort et très... Là, les interrogations se sont multipliées. Comment ces jeunes gens qui ressemblent tant à nos enfants, à la normale, ont pu commettre ces horreurs? C'est le terrible enjeu de ce procès. Pourquoi ces meurtres? Pourquoi ces 4 jeunes hommes, sans passé judiciaire, ont-ils torturé, violé et tué? Isabelle Rabou, 23 ans. Noria Boussedra, 18 ans. Luisa de Acevedo, 12 ans. Pourquoi avoir abattu, sans raison, Marcel Douzé, le garde-chasse? Le président ouvre les débats par l'examen des personnalités des accusés. Mais les 4 parlent peu. Thierry Elborgi n'est pas intellectuellement outillé pour expliquer ce qu'il est et essayer de raconter ce qu'a été sa vie. C'est quelque chose qui lui est très difficile. Il n'est pas armé pour ça. Lorsque Thierry Jaouen voulait parler, il ne pouvait pas parler vraiment. Hein. Lorsqu'il voulait parler, les autres riaient souvent. C'était un peu le bébé du groupe. Malgré leur mutisme, 2 groupes se dessinent dans le box. D'un côté, Siov et Elborgi, traumatisés par des enfances tragiques. De l'autre, Jaouen et Feuerstein, des timides, englués dans une vie banale. 2 groupes parfaitement hiérarchisés.
Il y avait les deux chefs, Elborghi et Siov, l'un qui était très allège, qui jouait un peu les caïds, qui souriait, l'autre qui était rigide un peu, comme un militaire, et puis Forstein et Jaouan qui ont passé leur temps la tête baissée. C'était d'ailleurs assez étonnant comme image, c'était symbolique. Hein. Les chefs étaient debout, la tête levée, les deux autres avaient la tête baissée. Docteur Hachdenberg, vous êtes expert psychiatre et vous avez expertisé ces 4 jeunes garçons. Alors qu'est-ce qui ressort de leur parcours? Il y a des personnalités problématiques, personnalités qui se sont mal structurées en fonction de leur histoire. Et on ne devient pas assassin par hasard, hein. Il y a quelque part quelque chose qui s'est joué. D'abord, on n'a pas pu construire des interdits, hein. On ne peut pas supporter les frustrations. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été aimé, on n'a pas eu des repères. Moi, je parle très simplement, alors peut-être qu'on trouvera que mon discours est simpliste, mais il faut des tuteurs, il faut des modèles. Papa, maman ou un substitut, mais sur lequel on peut investir. Donc tous, ils ont des carences affectives, à des degrés différents, mais quand même importantes. Et c'est à l'armée que ces garçons se sont rencontrés, effectivement. Et obligatoirement, avec la petite expérience que j'ai des groupes, comme ça, notamment dans beaucoup d'affaires de violentes bandes que j'ai pu avoir, et bien à un moment donné, il y a celui qui va se valoriser le plus, qui va raconter les exploits qui sont toujours dans le registre sexuel en général, ou dans la délinquance, qui va impressionner les autres, qui eux aussi ont un parcours délictueux. Ils ont eu quand même des adolescences un petit peu problématiques. Et c'est lui qui va devenir, à un moment donné, le leader. Je ne dis pas le chef de la bande, mais le leader. Et lui, c'est Siov. Lui, c'est Siov. C'est Siov qui va devenir le leader de la bande. Et à partir d'un certain moment, effectivement, quand ils vont sortir tous les soirs, sous alcool, sous hashish, il y a quand même aussi cet appoint qui est là. Et il va y avoir une excitation qui va se produire entre hommes. C'est un groupe unisexué, il n'y a pas de femmes là-dedans. Et quand on en parle toujours sur un mode négatif. Hein. Bon, je ne vais pas employer les mots qu'ils emploient, mais vous les connaissez. Et à partir de ce moment-là, cette excitation entre hommes va devenir à un moment donné un petit peu inquiétante. Quand vraiment ils sont très chauds, hein, entre eux. Et il faut absolument réintroduire une féminité. Et alors en général, c'est souvent ce qui fait qu'il y en a un qui va dans ce groupe avoir l'idée, on agresse une femme que l'on va utiliser presque pour se rassurer que quelque part, eh bien, on n'est pas des lopettes, on est des hommes, vous comprenez. Alors c'était important parce que dans le groupe souvent, vous en avez un qui n'aurait peut-être pas fait ça, qui n'a pas tellement envie, mais en même temps, il ne peut plus se permettre de ne pas le faire, sinon on va lui dire, mais t'es une lopette. Hein. Est-ce que, d'après ce que vous avez pu constater, ils auraient pu commettre de telles horreurs de manière isolée, s'il n'y avait pas eu l'effet de groupe? Je pense que Siov avait en lui une haine telle que certainement, ne supportant pas la moindre frustration, la moindre blessure narcissique, il aurait pu être amené à commettre un meurtre. Les autres, je ne pense pas que tout seul, il serait amené à... C'est l'effet de groupe qui les a amenés. L'effet de groupe, oui, mais enfin, qui n'excuse rien, bien sûr. La Cour examine ensuite les faits, terribles et macabres remontées dans le temps. Les accusés reviennent sur chacune des nuits, chacun des meurtres. Ils racontent le calvaire qu'ils ont fait subir à leurs victimes. Tous s'expriment comme des robots, totalement détachés. Philippe Siov parle le premier. C'est lui, le chef, lui qui a pris toutes les initiatives. Ses mots sont froids. Son récit est mécanique. Quand il parle, c'est franchement pour employer des mots style on l'a saigné. Voilà, c'est surtout, il y a encore, je trouve, de la provocation. C'est dans l'explication, il va jusqu'au bout des mots. Il était apprenti boucher, ou boucher même, et il parle comme un apprenti boucher. Puis c'est au tour de Thierry Jaouen de raconter sa participation au viol et au meurtre d'Isabelle Rabou. Dans la voiture, quand elle a demandé à être relâchée, il n'a pas voulu comprendre la gravité de la situation. Thierry Jaouen pense que, bon, effectivement, c'est une situation tout à fait anormale, qu'ils sont en train de déraper, mais que de toute manière, ils vont laisser Isabelle Rabou pas loin de la Boma, et qu'ils vont rentrer à la caserne. Ils ne pensent pas à la suite. La suite, c'est le viol collectif d'Isabelle Rabou. Jaouen a cette phrase insoutenable. Je l'ai violée parce que c'était mon tour. C'est son tour, donc il y va, voilà, normal. Je trouve ça normal, lui. Je crois que ça dit bien un petit peu comment fonctionnait ce petit groupe, quoi. Il passe à son tour.
C'est-à-dire qu'en gros, il y avait une priorité pour le leader, qui était Sioff, je crois, dans cette affaire. Ensuite Feuerstein, et ensuite Jaouen, voilà, c'était son tour. C'est une espèce de tournante en quelque sorte, quoi. L'un des quatre a-t-il tenté d'arrêter au moins une fois cet enchaînement de violence? Un peu de raison au milieu de cette folie? À aucun moment d'ailleurs dans le procès, il y en a un seul qui est dit, j'ai dit non, il ne faut pas faire ça. Ou on arrête, ou on les tue pas. On les a violés, bon, ça va. Non, non, ils vont jusqu'au bout. Le président interroge Frank Feuerstein. Lui n'a participé qu'au calvaire d'Isabelle. Pourquoi n'a-t-il pas quitté l'Opel Corsa avant que tout ne dérape? Comme ses complices, il n'a rien à dire. Il n'arrivait pas à donner une explication à ce qui s'était passé. Et je pense qu'il ne la connaît toujours pas. Tout est recentré sur lui, sur sa vie, sur sa personnalité, sur ce qu'il va devenir, sur le temps de prison qu'il va faire. Et en fait, c'est comme si la victime, c'était autre chose. C'était l'irréel. Puis la cour se tourne vers Thierry Elborgi. On l'interroge sur la dernière virée, celle de l'Isère. Regrette-t-il au moins le meurtre de Marcel Douzet, commis sans aucune raison? Là encore, la réponse de l'accusé soulève l'indignation. Il le dira, Elborgi. Je regrette pour les filles, je ne regrette pas pour le garde. Et ce que ça a soulevé en nous, c'est... justement, je suis contre la peine de mort, mais si je l'avais eu là... Là, vraiment, ça soulève beaucoup de colère, une immense colère. Au final, cette succession de viols, de tortures et de meurtres reste une énigme. Je vous dis, ils n'ont jamais pris leur responsabilité, rien. On s'est rendu compte très vite qu'on n'avait rien à attendre de ce côté-là. On avait l'impression que le procès ne les concernait pas, qu'ils étaient en dehors de ça. Il reste autant de questions qu'au début, sur le pourquoi. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi cette espèce d'escalade a duré aussi longtemps? Et pourquoi ce groupe-là s'est reformé malgré l'horreur, quoi. Et ça, on n'a pas d'explication. Docteur Aschenberg, est-ce que, d'après ce que vous avez pu constater vous-même, ces quatre-là présentent des pathologies mentales? Je ne retrouve aucune pathologie mentale que nous appelons caractérisée. Ils ne délirent pas, il n'y a pas de psychose, il n'y a pas de grave maladie de l'humeur, il n'y a pas de détérioration. Non, ils savaient tout ce qu'ils faisaient, ils étaient lucides, il n'y a pas de pathologie mentale. Est-ce que quand vous les interrogez sur les faits, il vous semble exprimer un quelconque remords? Non. Non, c'est d'ailleurs un petit peu ce qui est le plus, comment dirais-je, le plus triste dans cette affaire, c'est qu'on pourrait s'entendre que sortis de l'influence du groupe, sortis de l'influence du groupe, on pourrait dire que seuls dans leur cellule, ils pourraient évoluer quelque part et s'identifier à la victime, au mal qu'ils ont fait et à la souffrance qu'elle a pu avoir. Mais non, ils n'ont aucun remords. Ils ont des regrets. Ils ont des regrets, ça veut dire que quelque part, eh bien... comment j'ai pu faire ça? Je ne comprends pas comment je suis arrivé jusque-là. Ils se posent des questions sur eux-mêmes. Certains d'entre eux passent à l'acte 2 fois à 3 semaines d'intervalle. Bien sûr, mais je crois que c'est Elborgi qui me disait, on a commencé, on continue. Un peu comme si le fait d'avoir dérapé la première fois, quel que soit sexuel ou la mort, faisait qu'ils avaient presque obligation un petit peu de continuer. C'est la horde sauvage, il y a une fuite en avant jusqu'à ce que quelque chose les arrête. Avec derrière tout ça aussi une autodestruction. En même temps qu'ils ont détruit, ils se sont détruits. Après 9 jours d'audience, le procès touche à sa fin. L'avocat général prend la parole. À l'issue d'un réquisitoire sans concession, il se met même à évoquer la peine capitale. Il déclare comment ne pas penser que la mort seule peut répondre à la mort. Et à l'évidence, je pense que s'ils avaient été jugés avant l'abolition de la peine de mort aurait été requise au moins pour Sioff et Elborgi. Le magistrat réclame la perpétuité pour les 4 accusés, assorti de 30 ans de sûreté pour Sioff et Elborgi.
Les avocats de la défense se lèvent. Chacun tente d'expliquer l'inexplicable. Puis les jurés se retirent pour écrire le dernier acte de cette tragédie. Après plus de 7 heures de délibéré, le jury reprend sa place et rend son verdict. Les 4 anciens parachutistes sont tous condamnés à la prison à perpétuité, avec des peines de sûreté de 30 ans pour Philippe Siov et Thierry Elborgi. 15 ans pour Thierry Jaouen. 13 ans pour Frank Feuerstein. En 1991, cette peine de perpétuité avec 30 ans de sûreté est la peine la plus lourde prononcée dans l'histoire judiciaire française, 10 ans après l'abolition de la peine de mort.